s'appelle Framasoft, qui est un réseau d'éducation populaire qui vise à la base à promouvoir la culture libre en général et le logiciel libre en particulier. Et ce dont je vais vous parler, c'est un projet qu'on a lancé en octobre dernier, donc c'est encore assez frais, et qui s'appelle dégooglisonsinternet.org et qui vise à différents objectifs. Donc, ce sur quoi je vais passer assez vite, parce que je sais qu'il y a un public plutôt geek. C'est une présentation très grand public, hein, je ne vais pas parler technique, sauf si vous m'entraînez sur ce terrain-là. Mais l'idée, c'était plutôt de faire un rappel, une espèce de petit inventaire à la Prévert des différents services de Google et de là où va Google, enfin, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, et potentiellement, enfin, il y a encore beaucoup de choses dont on ne sait pas sur là où veut aller Google. Mais je pense qu'il faudra prendre un petit peu de recul et pas s'intéresser que au cas de Google, mais à ce que nous, enfin ce qu'on appelle généralement et globalement le GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft. Éventuellement, je réexpliquerai pourquoi est-ce qu'on intègre Microsoft là-dedans. Donc Google, moteur de recherche, fin 98, ça fait quand même pas si longtemps que ça. Aujourd'hui répond, enfin sur les statistiques que j'ai trouvées, hein, qui datent de l'été 2014, j'ai pas remis à jour, honte sur moi, répondait environ à 45 000 recherches secondes. Et ces statistiques continuent évidemment d'augmenter. Pour le nombre de comptes Gmail, donc là le chiffre datait de fin 2011 je crois, on était à 500 millions de comptes Gmail. Donc pour les admin 6 dans la pièce, l'idée de gérer 500 millions de boîtes mail, c'est quand même assez impressionnant. Google Drive, 120 millions d'utilisateurs, là le chiffre datait de 2012, pardon. Donc là aussi, c'est quelque chose qui, bon, même s'il y a Dropbox qui évidemment domine largement aussi le marché de l'hébergement de fichiers personnels, c'est là aussi quand même relativement impressionnant et on peut dire que ce chiffre évidemment continue d'augmenter. Google Agenda, j'ai pas trouvé de stats, mais je suppose que beaucoup parmi vous utilisent Google Agenda. J'ai même pas commencé à poser la question, mais combien parmi vous ont une adresse Gmail dans la salle? On est à environ 50% à la louche. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Alors là, du coup, va y en avoir forcément, mais qui n'utilisent pas du tout les services de Google. Genre qui ont, voilà, 2, 3, on va dire qu'on est à peut-être 2%, 3%, mais c'est quand même un très très bon score. Mais bon, on savait qu'on était passage en scène. Pour le grand public, souvent, nous, enfin, comme je vous ai dit, nous, on est réseau d'éducation populaire, donc on fait de la sensibilisation, de la vulgarisation, mais la vulgarisation, ça passe aussi par rappeler que les produits Google ne s'appellent pas tous Google quelque chose. C'est-à-dire que Google Vidéo, c'est YouTube. Et ça, quand on rappelle un petit peu aux gens que YouTube, c'est 100 heures de vidéos uploadées par minute, tout de suite, ça met un petit peu en perspective le fait que YouTube est aujourd'hui le premier média mondial, enfin diffuseur de vidéos mondial, et qu'on est bien au-delà de ce que propose aujourd'hui la télévision ou d'autres médias de ce type. Pour les choses un petit peu plus cachées que fait Google, je peux vous parler de Google Analytics. Donc, Google Analytics sont les statistiques de Google. Donc moi qui à la base suis développeur web, c'est une ligne de code qu'on rajoute sur son site et qui va ensuite nous proposer un service de statistiques absolument phénoménal. Google Analytics est utilisé par 67,7% des... Je crois que c'est du premier top 100 000 des sites web. Ce qui fait quand même assez peur, puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je fais mon site chez moi hébergé, pourquoi pas sur la machine que j'ai sous mon évier, mais si je rajoute du code de Google Analytics, donc qui va me faire les statistiques Google Analytics, nécessairement Google va récupérer des informations sur mes visiteurs. Ils vont savoir quand est-ce qu'ils sont venus, à quelle heure, combien de temps ils sont restés sur la page, éventuellement d'où ils venaient, sur quel lien ils ont cliqué et que contenait évidemment la page. Rappelons aussi que Google, c'est avant tout une régie publicitaire. Son business model est basé sur la publicité. Et pour que ça marche bien, il faut qu'ils vendent de la publicité, qui fonctionne, c'est-à-dire sur laquelle les publicités sur laquelle les gens cliquent et sur laquelle les gens après vont aller acheter les produits qu'il y a derrière. Et donc ça, c'est le but de Google AdSense notamment.
qui est le programme de publicité de Google. Côté développeur, un petit peu de sensibilisation pour ceux qui ici feraient du développement web et utiliseraient Google CDN. Donc, alors c'est pas dans Google CDN, en fait c'est Google for Developers. Il y a différents services que propose Google que vous, si vous surfez tranquillement sur Internet, vous ne voyez pas, mais qui sont quand même, qui donnent certaines de vos informations à Google. C'est par exemple le fait d'utiliser des polices web hébergées par Google. On trouve que les polices ne sont pas assez jolies sur le site. Le fait, plutôt que d'aller copier, coller les polices sur le site, puis de les réintégrer, etc., il faut que ça soit des polices web, et ça peut être un petit peu long, un petit peu chiant. Tout simplement, Google propose un service en disant « Ok, quelle police vous voulez l'intégrer sur votre site, bah voilà, le bout de code à copier-coller sur votre site, et vous avez des jolies polices sur votre site. » Ça marche aussi, évidemment, avec des bibliothèques comme jQuery, Angular ou d'autres. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez, vous, en tant que développeur web, mettre ces bouts de code sur le site, tous vos visiteurs vont se retrouver, entre guillemets, espionnés, en tout cas vont avoir des données qui vont être collectées par Google, de la même façon qu'ils collectent les statistiques. Dans les services de Google, on a aussi par exemple Google Groups. Donc nous, à Framasoft, on travaille quand même beaucoup avec des associations, et les associations utilisent assez massivement Google Groups pour échanger entre elles. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai une association qui fait du lombricompostage, je vais monter un groupe des gens qui sont intéressés par le lombricompostage à Lyon, et forcément, du coup, je vais m'intéresser à comment est-ce que je vais créer, je vais créer une liste sur Google Groups sur laquelle les gens vont pouvoir échanger. Évidemment, du coup, ça veut dire que Google sait quels sont les sujets qui vous intéressent, Google a les adresses mail des gens avec qui vous échangez, etc. Dans les services moins utilisés, parce qu'il y a encore de gros concurrents, donc c'est par exemple pour Google Talk et Google Hangout, qui sont des équivalents notamment de Skype. C'est plus utilisé finalement aux États-Unis qu'en France, mais ça fait partie des solutions que propose Google. Dans le propos un petit peu que je vais tenir ce soir, c'est aussi de montrer un petit peu ce qu'il y a derrière et ce qui peut potentiellement venir. Donc, parmi les services de Google, il y en a vous allez sur la page Wikipédia de Google et vous verrez une jolie page liste des services de Google. C'est assez impressionnant, ça se compte par centaines. Et il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas, qu'on va utiliser. Par exemple, Blogspot, qui est un système d'hébergement de sites web pour j'allais dire pour le commun des mortels, enfin pour monsieur et madame Dupuis-Morizot, parce que nous, madame Michu, on trouve ça toujours un peu sexiste, mais voilà, on a décidé de les appeler les Dupuis-Morizot. Et ben, les Dupuis-Morizot, ça peut plutôt qu'ils aillent se faire une page Facebook, parce que ça peut être du coup justement sur Facebook, pour eux, ils savent qu'il y a des dangers, mais par exemple, ils vont utiliser Blogspot. Il y a des centaines de milliers de sites qui sont sur Blogspot. Et là aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données que vous mettez sur Blogspot, les données que des visiteurs qui vont venir sur votre site web, vont être là aussi collectées par Google. Un des autres chantiers de Google, c'est évidemment la téléphonie. Android, à la base, se voulait un système libre. Android est de moins en moins libre. Et Android est de plus en plus contrôlé par Google, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui le fait de proposer des patchs sur Android, ça va encore. Le fait qu'ils soient acceptés, ça devient un peu la croix et la bannière. Et Google est évidemment très partie prenante pour continuer à de plus en plus intégrer ces applications à Android. Il y a des solutions à ça. Je crois il me semble que sur les 3 ou 4 jours de passage en scène, il y a quelqu'un qui fait des confs sur CyanogenMod et d'autres, et Replicant. Donc je vous encourage à aller voir les confs. Le paiement sans contact, alors là aussi, bon, tout à l'heure, Jean-Marc Manac parlait de comment est-ce que la collecte d'informations se fait. C'est évident que s'il y a un énorme marché pour... Je rappelle qu'à la base, Google est une régie publicitaire. Enfin, à la base, non. À la base, c'est une boîte qui fait du moteur de recherche, mais qui est devenue une régie publicitaire avant tout. Évidemment, si la régie en question sait ce que vous achetez, où est-ce que vous achetez, à quelle heure vous achetez, voire éventuellement avec qui vous achetez, c'est un gros plus.
Et donc, sur les informations que j'ai trouvées sur Google Wallet, c'est assez impressionnant. Alors, c'est pas très développé, évidemment, en France pour l'instant. Le paiement sans contact, parce que on l'a directement maintenant dans les cartes bleues, ce qui n'est pas une meilleure chose, hein. Mais ça veut dire que maintenant, si vous avez une carte bleue, vous avez le petit sigle qui ressemble un petit peu au logo Wi-Fi. Si vous avez une carte bleue, je crois qu'il date de 2015 ou 2000, peut-être même ça a commencé en 2014. C'est des cartes bleues qui contiennent une puce RFID que vous pouvez passer près du lecteur et qui du coup permettent de payer sans contact. La même chose en fait est disponible depuis plusieurs années, notamment au Japon et en Corée, directement dans les téléphones. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous payez, c'est votre téléphone qui sert de moyen de paiement. Et évidemment, Google récupère ces informations aussi. Au niveau des projets de Google, vous avez forcément entendu parler des Google Cars, donc des voitures, voilà, entre guillemets intelligentes. Je crois qu'ils ont franchi un cap il y a 2 ou 3 mois, qui est que ça y est, les Google Cars vont être testés à plus grande échelle à San Francisco. Après plusieurs années d'expérimentation, et ça va continuer évidemment, il va encore y avoir plusieurs années d'expérimentation aux États-Unis. Bon, je rappelle qu'à la base, encore une fois, Google était une boîte qui faisait un moteur de recherche, hein, donc on commence à se poser un peu des questions. Alors les Google Glass, j'aurais pu presque supprimer la slide, mais quand même, ça fait tellement plaisir de voir non, c'est Sergey Brin. Avec ses Google Glass. C'est un projet qui, pour l'instant, je crois, est suspendu chez Google. Ils n'ont pas dit qu'ils l'abandonnaient. Mais c'est un projet qui est suspendu et c'est les fameuses lunettes qui permettent de filmer un petit peu en permanence ce que vous êtes en train de faire et qui vous affichent des petites vidéos, des petites informations en surimpression. Lorsque vous croisez quelqu'un, tiens, c'est qui? Lui, je l'ai déjà vu. Oui, identification. Oui, vous l'avez déjà rencontré il y a 3 mois à tel endroit et son nom, c'est machin. Il travaille pour telle boîte, etc. Donc là, encore une fois, c'est du confort, c'est très pratique. Sauf que c'est carrément flippant. Google s'intéresse aussi largement au domaine de la santé. Donc, il y a un Google, je crois que c'est Google Doctor qu'ils ont appelé ça. C'est une sous-partie de Google Santé qui fait que lorsque vous êtes aux États-Unis et que vous tapez mal au genou, vous avez comme résultat, par exemple, le premier lien ici qui est parler avec un docteur maintenant. Donc ça veut dire que ça vous propose de contacter un médecin évidemment accrédité par Google. Et ça fait, là aussi, c'était ce que disait l'ancien CEO de Google, c'était, mais lorsque vous êtes malade, la première personne à le savoir, c'est Google. Parce que vous allez taper, j'ai mal au genou, j'ai mal au coude, voilà, j'ai telle ou telle chose, je ne sais pas, tel problème de peau. Avant d'aller appeler un médecin, aujourd'hui, vous faites d'abord une recherche sur Internet, et la recherche sur Internet, en tout cas en Europe, à 92%, passe par Google. Je passe un petit peu plus rapidement sur la partie santé. Google acquiert aussi beaucoup d'entreprises dans le domaine de l'ADN, sous prétexte tout simplement évidemment que l'ADN c'est de la donnée et que nous on sait traiter de la donnée. Donc là aussi, on verra jusqu'où veut aller Google. Je fais une mini parenthèse là-dessus. Je rappelle que le directeur de la recherche et développement de Google s'appelle Ray Kurzweil, que Ray Kurzweil est auto-désigné, en tout cas désigné comme le pape du transhumanisme. Le transhumanisme est une philosophie de pensée qui vise à penser que l'homme est biologiquement limité et qu'il faut pouvoir l'accompagner plus loin et que la technologie est là pour l'accompagner plus loin et mieux se réaliser. Et forcément, ça pose des questions éthiques qui ne sont pas posées aujourd'hui publiquement. C'est-à-dire que nous, une des questions qui nous paraît importante aujourd'hui de poser, c'est à quel moment est-ce qu'on considère qu'une entreprise a trop de pouvoir? Google investit aussi, investit massivement, je ne sais pas s'ils ont fait des nouvelles acquisitions depuis, dans la robotique. L'idée étant évidemment de proposer toujours pour votre confort des assistants personnels sous forme de robots,
Donc ils ont acquis Boston Dynamics, qui est une boîte qui à la base fait des robots pour l'armée. Donc là je vous en présente un. C'est pas le plus flippant hein, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos sur Internet. Ils ont aussi des chiens en robots. Voilà. Bon, c'est là aussi. Donc imaginez une voiture sans conducteur, à l'intérieur de laquelle on a des robots dirigés par une intelligence artificielle. Développé par Google, Google qui sait quand même énormément de choses sur vous. Et vous, je sais pas. Mais moi, ça commence à me rappeler doucement, mais sûrement quelque chose. Pour les presque plus vieux, c'est marrant maintenant. Je me sens, ça fait trop longtemps que je fais du logiciel libre, mais du coup, le robot de Terminator, je rappelle que le pitch de Terminator, le premier du nom, c'est comment est-ce qu'une intelligence artificielle, finalement, qui était là au départ pour aider les humains, déborde un petit peu et s'emballe un peu et décide que l'humain est une erreur et qu'il faut corriger cette erreur et que, en gros, en éliminant les humains, bah, on aura vachement moins de boulot en tant que robot. Donc, voilà. Évidemment, c'est pas de la prospective, hein, mais ça, enfin, je pense qu'il faut sérieusement se poser la question. Je parle même pas, enfin là on voit que le petit Terminator a les yeux en forme de Google Chrome. Je rappelle que le fait d'avoir évidemment mis sur le marché un des navigateurs web aujourd'hui les plus utilisés, qui est donc Google Chrome, permet aussi à Google de récolter une masse d'informations hyper importante. Et j'en reparlerai tout à l'heure, mais d'avoir une forme de contrôle sur finalement ce qu'est le web et comment il doit fonctionner. Et celui, pour moi, qui contrôle le web commence doucement mais sûrement à contrôler le peuple. Bon, s'il n'y avait que Google, donc là je reparle rapidement de GAFAM, là aussi je m'adresse à un public averti, mais ce qui est assez rigolo quand on va devant des étudiants, devant des lycéens, et qu'on leur parle un petit peu de ces problématiques-là, c'est que si vous leur demandez mais quelles sont les plus grosses sociétés au niveau mondial, quelles sont les plus grosses capitalisations boursières mondiales, ils vont vous répondre, je ne sais pas, éventuellement, s'ils sont un peu, voilà, ils vont vous dire Total, ils vont vous dire General Electric, ils vont vous dire, enfin, des grosses sociétés qui font beaucoup de chiffres d'affaires, mais qui sont essentiellement dans le domaine de l'industrie. Je rappelle que la première capitalisation boursière mondiale, c'est Apple, donc c'est un peu bouffé, mais voilà, vous aviez deviné, hein, ça fait Google, Apple, Facebook, Amazon, donc ça fait GAFAM. On intègre Microsoft là-dedans, parce que dans la presse, vous allez souvent trouver l'acronyme GAFA, sans le M. Ce qui nous paraît important, c'est de rappeler que Microsoft fait partie de ce groupe d'entreprises, c'est-à-dire extrêmement riche, avec un ratio chiffre d'affaires sur bénéfice, enfin bénéfice sur chiffre d'affaires qui est quand même extrêmement important, et qui aujourd'hui ont une puissance financière telle en termes de capitaux propres, parce que là les chiffres sont en milliards de dollars. Donc aujourd'hui la capitalisation boursière d'Apple, enfin c'était l'été dernier, la capitalisation boursière d'Apple à elle seule valait l'ensemble des capitalisations boursières russes. C'est-à-dire que la valeur d'Apple valait l'ensemble des boîtes russes. Et ça pose un problème tout simplement si vous prenez une entreprise tentaculaire et que vous lui donnez des moyens financiers extrêmement importants et une capacité finalement à jouer sur quels sont les contenus diffusés et comment est-ce qu'ils peuvent être traités derrière, vous obtenez quand même des trucs hyper flippants. Donc, en quoi c'est flippant ? Quand on parle à des politiques ou à des entrepreneurs, on leur explique que c'est un frein à l'innovation. Je rappelle que justement, la masse d'argent aujourd'hui qu'ont Google, Facebook ou Apple leur permettent de racheter à peu près n'importe quel concurrent sur la planète. Il y a aujourd'hui une vraie stratégie de start-up à dire on va créer un bon produit, mais l'objectif à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans, c'est de le revendre à un de ces 5-là. C'est concrètement ce qui s'est passé avec WhatsApp, racheté par Facebook, qui a été vendu plusieurs milliards de dollars, alors que c'était une boîte qui comptait une cinquantaine d'employés. Et ça a été le cas de Waze, une boîte israélienne à la base, rachetée par Google pour proposer un produit GPS. M'étonnerait qu'à moitié qu'un jour prochain, Dropbox soit racheté par l'un de ces 5-là.
etc. Et donc, ce dont j'essaye de vous faire prendre conscience, c'est qu'il y a une espèce de... Ces 5 boîtes-là sont des trous noirs qui aspirent non seulement les données, mais qui aspirent l'innovation, qui aspirent la capacité éventuellement qu'ont d'autres boîtes à amener quelque chose d'un petit peu disruptif sur le marché. Ce n'est pas nécessairement encore complètement le cas aujourd'hui, mais si on les laisse faire, potentiellement, elles auront de plus en plus d'argent et ce sera de plus en plus difficile de venir freiner ça. Un des autres soucis, je ne vais pas tous les lister parce que j'ai dit que je finirais à l'heure, ce qui ne me ressemble pas, mais on va essayer de faire un effort, c'est le fait que le web soit de plus en plus centralisé. Donc là, je fais le lien avec la conf qui était juste avant, je ne sais pas s'ils sont encore dans la salle, mais c'est comment est-ce qu'on évite que finalement Google et Facebook et d'autres deviennent des passages obligés. C'est-à-dire que si je reprends les entreprises qu'on a ici aujourd'hui, en téléphonie par exemple, vous avez essentiellement 3 systèmes d'exploitation. On pourrait parler de Firefox OS ou d'Ubuntu Phone si vous voulez, mais enfin en termes de part de marché, c'est que dalle. Vous avez Android qui est tenu par Google, vous avez iOS qui est tenu par Apple, et vous avez Windows Phone qui est tenu par Microsoft. Donc, sur le marché des smartphones, voilà, vous n'avez quasiment plus que ça. Je pense le premier qui me répond BlackBerry, je pense que tout le monde se mettra à rire. Oui, alors il y a justement Firefox OS et Ubuntu Phone. Alors si on veut parler des parts de marché de Firefox OS, on peut. C'est très bien, hein, je suis prêt, enfin je milite pour le développement et l'expansion de Firefox OS. Le fait est qu'il reste encore des problèmes, notamment sur les aspects matériels derrière. Et évidemment sur les aspects après technologie et marketing, et difficulté forcément pour des boîtes comme Firefox, enfin comme Mozilla, à s'imposer un petit peu sur le marché qui est complètement trusté. Donc comment est-ce qu'on évite que Internet devienne Googleternet? Eh ben ça va pas être simple. Vous avez eu déjà, dans ces conférences, sur les 3 ou 4 jours de passage en scène, il y a quand même beaucoup de choses et d'alternatives qui vous sont présentées. Oui, j'avais décidé de vous parler de Snowden et de projet de loi renseignement, mais d'abord, on n'a pas vraiment le temps. Ensuite, Laurent Chemla vient de passer, donc vous pourrez aller à la conférence qui suit. Et donc, je vais vous parler juste, nous, de ce qu'on a décidé de faire. Oui, alors je suis contractuellement obligé de mettre des photos de chatons dans chacune de mes présentations. Donc ce n'est que le premier chaton, il y en a d'autres qui vont suivre. Mais c'est un petit peu de voir comment est-ce qu'on peut, nous qui sommes une association de non-informaticiens, essayer de sensibiliser les gens à ça, et surtout quelles solutions pratiques. Parce que c'est bien beau de dire aux gens, enfin moi je me retrouve régulièrement devant des étudiants, des lycéens, des gens tous les jours, et qui viennent me dire mais très bien, mais on fait quoi? Et moi je peux pas juste leur dire installer Linux, acheter un téléphone Firefox OS et voilà, c'est un petit peu abrupt. Je pense qu'il faut une transition douce. Le premier slogan de Framasoft, c'était quitter Windows pour aller vers le libre, mais cette transition, elle se faisait en installant du logiciel libre pour Windows sur votre Windows, et vous utilisiez Thunderbird, Firefox, OpenOffice à l'époque, donc ou LibreOffice maintenant, etc., etc. Et petit à petit, le jour où votre Windows plantait, vous passiez à Linux. Ou à GNU Linux, pardon. Désolé pour les libristes dans la salle. Mais voilà, je pense qu'il va falloir appliquer un petit peu le même cheminement si on veut réussir à convaincre le grand public. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Première étape, on a mangé la pâtée de notre chien. Ça veut dire que nous-mêmes, nous étions dans l'association Framasoft d'énormes utilisateurs de produits Google. C'est-à-dire que quand vous envoyez un mail à pierre-yves-gosset@framasoft.org, il passait par les serveurs de Gmail, et moi je les ouvrais dans un Gmail sur lesquels, derrière, vous aviez l'impression que vous écriviez évidemment à framasoft.org sur les serveurs de Framasoft. Pas du tout, on avait complètement sous-traité ça à Gmail. On utilisait Google Groups, pour ceux qui auraient travaillé avec Framasoft à un moment donné. Voilà, vous avez connu ce temps-là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a viré tous les produits Google, on a viré y compris tous les codes, donc on n'utilise plus Analytics, on n'utilise plus de code Google, etc. Et voilà, il reste encore
potentiellement le choix individuel d'utiliser Google comme moteur de recherche. Mais en tout cas, par rapport à nos utilisateurs, on s'est dit qu'il fallait d'abord balayer devant notre porte et qu'on ne pouvait pas tenir le discours de dire quittez Google, parce que Google potentiellement peut devenir un outil néfaste, en tout cas une boîte qui a un potentiel de nuisance qui pourrait devenir très important, sans le faire nous-mêmes. Donc on a quitté tous les produits Google. Ouais. Vas-y, vas-y. Sur le site Connard Pro, qui est un site de réseau Framasoft, il y a une BD De G. Joy et de Toulouse. Ouais. Il fait une requête vers front.google.com. Ouais, mais sauf que du coup, c'est pas un produit Framasoft. Je veux dire, c'est deux artistes qui sont des potes à nous et qu'on héberge. Donc, après, tu leur écris et ils supprimeront leur truc. Mais je veux dire, nous, c'est sur les services qu'on propose. Connard.pro, c'est pas framaconnard.pro. J'espère que ça répond à la question. Donc, je vais aller très vite sur les chiffres. Donc, Google, 60 milliards de chiffre d'affaires, 3 milliards de bénéfices, plus de 50 000 employés directs. Évidemment, si vous prenez les indirects, et j'en croise régulièrement, c'est-à-dire des gens qui travaillent qui sont prestataires de boîtes qui sont prestataires de boîtes qui sont prestataires pour Google, on en trouve quand même un paquet. J'ai aucune idée aujourd'hui de combien d'emplois sont liés à Google, mais ça se compte en centaines de milliers, voire peut-être aujourd'hui en millions. Le seul chiffre que j'ai trouvé, et vous en avez peut-être des plus récents, c'était plus de 2 millions de serveurs en 2008. Google est un des principaux constructeurs de machines. Il construit ses propres machines qu'il réutilise dans ses data centers. Et donc en face, Framasoft, c'était donc 158 000 € de recettes en fin 2013-2014. Nous, alors j'ai pas précisé, mais notre modèle économique est basé uniquement sur le don. On touche 0 subvention. C'est-à-dire que c'est vos dons qui nous permettent de maintenir les serveurs et de payer les salaires des 2,7 salariés aujourd'hui. C'est-à-dire on a deux emplois à temps plein et une personne à temps partiel. L'association est d'une trentaine de membres, essentiellement des non-techniciens. J'insiste là-dessus. Un Frama, au départ, c'était français et mathématiques. Donc on est issu du milieu de l'éducation et de l'éducation populaire. Et c'est aujourd'hui, on a diminué le nombre de serveurs, on a pris des serveurs plus puissants sur lesquels on a migré. Aujourd'hui, on a créé une vingtaine de machines virtuelles. Enfin, on héberge une vingtaine de machines virtuelles. Et ce chiffre va aller évidemment en augmentant. Donc voilà, la taille de Google par rapport à la taille de Framasoft. Donc 2,27 secondes de chiffre d'affaires quotidien de Google. Donc nous ne sommes rien. Mais on a quand même décidé d'y aller. Et d'y aller vers quoi ? Donc, on a lancé cette fameuse campagne dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle Dégooglisons Internet, donc qu'on avait annoncé aux rencontres mondiales du logiciel libre en 2014, donc en juillet 2014. En octobre 2014, on lançait ce site-là qui s'appelle Dégooglisons Internet et qui vise essentiellement à 3 objectifs. Le premier, c'est de sensibiliser, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire expliquer en quoi Google est potentiellement, pas forcément aujourd'hui, mais à l'avenir, pourrait devenir très néfaste. Non seulement pour les citoyens, mais pour la société. Éventuellement, je pourrais discuter pourquoi. La deuxième chose, c'était de démontrer, c'est-à-dire que là encore, on s'est dit, on ne peut pas juste tenir un discours, il faut passer aux actes et il faut mettre en place des actions pour que les gens se disent, oui, c'est possible. Et le troisième objectif qu'on vise, évidemment, c'est d'essaimer, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on n'y va pas en tant que concurrent de Google. Je rappelle qu'on est une petite association française de 2 salariés et des brouettes. On ne va pas lutter contre les 50 000 employés de Google et les 3 milliards de bénéfices. Et donc, il faut redécentraliser et dégafamiser Internet. Donc comment est-ce qu'on s'y est pris on a pris nos petits doigts musclés, sachant encore une fois qu'on a assez peu de compétences techniques en interne. On a la chance d'avoir un très bon admin 6 et puis des gens qui sont motivés, mais on est vraiment, on défend ce côté amateur. Nous sommes une association, pas l'intention de changer, il n'y a pas de business plan derrière. Et donc qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on fait ce soir Cortex, la même chose que tous les soirs, on va essayer de libérer le monde. Et donc, on a proposé un plan fait à l'arrache un soir de beuverie, mais quand même, en disant, voilà, en 2014, il faut qu'on arrive on va prendre un certain nombre de services
proposés par Google et compagnie, et on va mettre en face des services libres qui sont des alternatives pour montrer que le logiciel libre est la seule, et je pèse mes mots, c'est une conviction totale pour moi, c'est la seule solution pour lutter contre la centralisation et la GAFAmisation d'Internet. C'est-à-dire que c'est pas en attendant un concurrent. On a rencontré évidemment des politiques qui nous disent oui, mais les startups, machin et tout. Non, ça marchera pas. Je veux dire, une boîte qui fait 60 milliards de chiffre d'affaires annuel, c'est juste illusoire de dire non, mais le numérique permet à des structures innovantes et des startups d'y aller. Non, c'est juste mort. Je veux dire, la startup, quand elle va décoller, Google va arriver, va faire un chèque de 10 milliards. La startup, elle fait OK, je vends, c'est pas de problème. Et du coup, ils récupèrent et c'est eux qui maîtriseront derrière. La seule façon qu'on a de le faire, c'est d'être ensemble et séparés. C'est-à-dire ensemble en utilisant des solutions libres, en étant conscient du problème, et séparés, c'est-à-dire en s'auto-hébergeant. Donc en 2014, on a sorti un certain nombre de projets dont je vais vous parler plus tard. Ça va permettre de faire un peu le bilan. 2015, pareil. 2016, idem. Et on va aller jusqu'en 2017 où on va sortir en gros une trentaine de services. Alors des services web, certes, mais lesquels? Alors là, les stats sont plus à jour et je vais pouvoir un peu me vanter, mais c'est du coup, par exemple, c'est Framapad, qui est un outil de rédaction collaborative en ligne, qui est basé sur un logiciel libre qui s'appelle Etherpad. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne voient pas du tout ce que c'est qu'un pad? Non, tout le monde voit ce que c'est qu'un pad, c'est merveilleux. Comme quoi, pas dans des conférences très très grand public. Et aujourd'hui, donc, on héberge non plus 150 000 pads, mais on en héberge 300 000. Ça veut dire que, à mon avis, enfin jusqu'à ce qu'on vienne me dire le contraire, je pense qu'on est le plus gros hébergeur de pads européen. Puisque nous, on ne met pas de barrière à l'entrée, on n'est pas sur des pads communautaires. Je sais pas, la Quadrature héberge aussi un Etherpad, d'autres structures hébergent des Etherpads. La différence, c'est que nous, on dit aux gens, mais allez-y, venez, servez-vous. Prenez et mangez-en tous. Ceci est du logiciel libre. On héberge aussi un service qui s'appelle Framacal, qui est un tableur en ligne, basé là aussi sur un logiciel libre qui s'appelle Ethercalc. Très concrètement, on ne fait pas trop la promo de ce service parce que l'application n'est pas extrêmement bien foutue et on est loin, notamment de Google Spreadsheet. C'est-à-dire que, en gros, Framapad, c'est un peu l'équivalent du Google Document. Et Framacalc se voudrait l'équivalent ou l'alternative à Google Spreadsheet, qui est donc le tableur de Google, qui permet à plusieurs personnes en ligne au sein d'un navigateur de passer et d'utiliser un tableur en ligne. Clairement, on est quand même à des années-lumière en termes de fonctionnalité. Ça fonctionne, mais on est loin. Framabag, qui est un service, alors c'était du temps où Google proposait encore un service qui s'appelle Google Reader. Google Reader, c'était un logiciel qui permettait de lire des flux RSS en ligne. Je vais accélérer un petit peu. On propose aussi Framadate. Framadate, c'est un équivalent cette fois-ci de Doodle avec un D, qui permet de finalement trouver des dates pour un rendez-vous ou de faire des sondages simples. Aujourd'hui, on héberge largement plus de 200 000 sondages. C'est assez difficile pour nous de suivre les stats, tout simplement parce que les sondages sont supprimés à intervalles réguliers et qu'on ne garde pas trace, ça fait partie de nos engagements, de ce qui transite sur les serveurs passé un certain temps. Donc je reviendrai après sur la charte. Framanews, c'est... non, je vous ai dit Framabag, excusez-moi, c'est pas du tout un Google Reader, c'est un outil qui permet de lire, c'est une alternative à Pocket. Pocket qui, pour ceux qui auraient raté les dernières news, va être intégré à Firefox. Enfin, en tout cas, une partie de Pocket va être intégrée à Firefox et qui permet de lire des articles hors ligne, là où Framanews permet de lire des flux RSS, là aussi en ligne, des collections de flux RSS. Lorsqu'on a sorti la campagne en Google en octobre dernier, en termes de réseau social, on a choisi une alternative qui s'appelle Diaspora, qui est un réseau social libre et décentralisé en pair à pair, qui permet, en gros, on a installé un pod qu'on a appelé Framasphère, qui comptait donc 7000 membres en un mois. Aujourd'hui, il y a à peu près 16 000 inscrits sur Framasphère. Je vous encourage évidemment à y aller, mais surtout, je vous encourage à monter votre propre pod Diaspora
qui pourra dialoguer avec d'autres pods. C'est-à-dire que le gros avantage de Diaspora, c'est que les utilisateurs de Framasphere peuvent discuter avec les utilisateurs de Diaspora Brésil, de John Diaspora, etc. Donc c'est quand même une communauté qui représente aujourd'hui, je crois, environ 500 000 personnes sur la planète. On a proposé des petits outils sur lesquels je vais aller très vite. Framabin qui permet de déposer des documents de façon chiffrée avec un petit lien derrière. C'est très pratique pour échanger un mot de passe lorsqu'on ne sait pas installer une clé GPG. Framalink qui est un raccourcisseur d'URL. Framapic qui est l'équivalent d'un ImageViewer, c'est-à-dire un système de dépôt d'images. Les images évidemment sont chiffrées, c'est-à-dire que nous, même à l'upload, on ne sait pas ce qu'on héberge en amont. On héberge aussi git.framasoft.org qui est une instance de GitLab, qui est un logiciel libre qui se veut une alternative à GitHub, parce que s'il y a des développeurs dans la salle, je pense que voilà, GitHub est devenu un incontournable, et c'est bien dommage que ça soit devenu un incontournable, parce que le jour où GitHub ferme, le jour où les conditions d'utilisation de GitHub changent, on est mal barré. Un des derniers projets sortis, c'est Framabi, donc qui est basé sur une application libre, toujours, qui s'appelle Cirx. Et Cirx, c'est un métamoteur de recherche. Alors, je vais la faire très courte parce que là aussi, je pense que vous êtes relativement sensibilisés à ces questions. Ce n'est pas un moteur de recherche, c'est un métamoteur de recherche, c'est-à-dire qu'il va aller chercher sur Wikipédia, sur DuckDuckGo, mais aussi sur Google, sur Bing, etc. Il fait une requête. Il envoie en gros votre requête à ces différents moteurs, il récupère les réponses et il vous les affiche. On n'a absolument pas les ressources nécessaires pour monter un moteur de recherche qui nécessiterait une infrastructure en termes de réseau et de serveurs qui serait complètement au-dessus de notre capacité. Dans ce qu'on sort dans les jours qui viennent, il y a Framabouquin qui est un espace un service qui permet de connecter vos liseuses et de bénéficier d'une bibliothèque de plusieurs centaines d'ouvrages qui sont dans le domaine public ou sous licence libre, dont d'ailleurs des Framabook, puisqu'on a aussi une maison d'édition. Framagames, je passe dessus, c'est des petits jeux, on s'est dit que la période du bac arrivait, c'était peut-être l'occasion d'en parler. Et donc d'ici Noël 2015, on est un peu ambitieux, mais c'est quand même rigolo. On va essayer de sortir un certain nombre d'alternatives à d'autres services importants, à savoir notamment de la visioconf basée sur du WebRTC, donc on utilisera probablement Jitsi, Jitsi Meet pour ceux qui voient ce que c'est. Des équivalents à WeTransfer et Dropsend. Alors là aussi, on a beaucoup d'assauts qui s'envoient des fichiers sur WeTransfer, etc. C'est-à-dire, zut, ça passe pas par mail, mon fichier fait 100 mégas, j'ai un PDF de 60 mégas que je vais envoyer, je fais comment ? Je le dépose là-dessus, ou je vais sur download.free.fr, ça peut être blindé de pubs, ça peut être blindé d'espions. Et du coup, on souhaite proposer là aussi un logiciel libre, une alternative en logiciel libre, qui chiffrera de toute façon les documents en amont, ce qui fait que nous encore, on ne saura pas ce qu'on héberge. Pour un petit peu faire des alternatives à Change et à Vase, là aussi je vous encourage à aller regarder un petit peu comment fonctionne, quel est le business model de ces boîtes-là. Et non, ils ne veulent pas juste changer le monde parce que le monde il est pas beau et qu'on va le faire plus joli. Il y a clairement un business model qui est basé sur la collecte et la qualification des gens et des signataires pour de la revente de données. Donc là aussi, on pense qu'il faut aller contre. Évidemment, Dropbox et Google Drive. Donc là, pour l'instant, on évalue les solutions notamment entre OnCloud et Seafile. Et à côté de ça, on va faire des mises à jour, évidemment, des services existants. Le principal, j'approche de la fin, le principal reproche que j'ai entendu ces 6 ou 7 derniers mois depuis qu'on a lancé la campagne, c'est « mais vous êtes en train de recentraliser le web ». Oui, ça peut être pris comme ça. C'est-à-dire que forcément, quand on héberge 300 000 pads, ça fait 300 000 documents sur lesquels on pourrait aller fouiller. Et surtout, ça fait une sacrée masse de données. Ça commence à peser quand même quelques gigaoctets, voire quelques téraoctets. Et du coup, notre réponse à ça, c'est, je rappelle que le troisième objectif, c'était l'essaimage, c'est-à-dire que sur tous les services qu'on sort, on propose systématiquement des tutoriels qui sont en français, qui sont compréhensibles par le Pékin moyen, pour qu'il puisse réinstaller son propre service.
Alors, j'allais faire un micro-détour vers des solutions comme le YunoHost ou Cozy Cloud. Mais encore une fois, nous, on est là plutôt pour faire la transition en attendant que ces solutions soient mûres et qu'elles puissent être utilisables par tout un chacun. C'est-à-dire que dans notre démarche de transition, c'est-à-dire on va d'abord expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'il faudrait mieux qu'ils quittent Google et compagnie, et une fois qu'ils quittent en utilisant par exemple nos services, ils vont installer leurs propres services. Et ça, on l'a constaté, je sais pas, le parti Nouvelle Donne, par exemple, a installé son propre pod Diaspora en nous envoyant un petit mail en nous disant bah ouais, on s'est inspiré de votre démarche, etc. Donc ça fait plutôt plaisir de voir que ça inspire. Pareil, Framadate est installé à très nombreux exemplaires. Une des particularités, donc je rappelle que nous on est association, c'est que donc le business model c'est la contribution, c'est-à-dire qu'on vit des dons et quasi uniquement des dons. Et donc on a dit qu'il fallait on s'est dit qu'il fallait donner une sécurité supplémentaire à nos utilisateurs. Donc on s'est engagé sur une charte des services qu'on a définie comme étant libre, éthique, décentralisée et solidaire. Libre, c'est évidemment d'utiliser 100% du logiciel libre. Éthique, c'est qu'on s'engage, vous ne pouvez pas le vérifier, c'est la faille du système, mais on s'engage à ne pas aller fouiller dans vos données. On s'engage évidemment à ne pas les revendre. Décentralisé, c'est qu'on vous accompagne donc par le biais de tutoriels, voire si vous voulez on discute de comment est-ce qu'on met en place un pod diaspora, une instance d'Etherpad, etc. Et donc l'idée c'est que ça reste quand même de pousser les gens à s'auto-héberger. Mais par contre, on pense vraiment qu'il faut une période de démonstration avant, il faut qu'ils puissent utiliser le logiciel, et c'est à ça qu'on sert. On sert d'espace de démonstration, un peu de bêta, et que les gens vont utiliser derrière. Et solidaire, c'est parce que, encore une fois, on est une asso d'éduc pop, que la solidarité ou la fraternité nous paraissent bien dévoyées aujourd'hui, et que ça repose pour nous, en tout cas par rapport à ce projet-là, au moins sur deux choses. La première, c'est qu'il faut que les utilisateurs soient solidaires entre eux, c'est-à-dire que nous, on ne va pas répondre à toutes les questions et à toutes les demandes des utilisateurs. On n'a pas cette capacité-là. Je rappelle que Facebook emploie plusieurs milliers de personnes en tant que modérateur en Tunisie, payés, je ne sais plus, ça doit être $1 par jour. Voilà, nous, on ne va pas faire ça. Et on ne le fera pas, pas seulement pour des raisons éthiques, mais parce que ça ne nous intéresse absolument pas. Donc il faut que les utilisateurs qui utilisent nos services sachent s'entraider. Et puis la solidarité, elle va dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous trouvez que ce qu'on fait c'est bien, vous pouvez aussi nous aider. Et je viendrai à la fin expliquer comment. Est-ce qu'on va y arriver? Non, clairement pas. Pour ça, encore une fois, on est trop petit et on n'y arrivera pas sans vous. La première chose, c'est d'utiliser les services. J'aurais dû commencer comme une liberté zéro, par un point. La première chose à faire, c'est d'utiliser les services pour voir si ça marche, pour voir si vous êtes satisfait ou pas. La deuxième chose, c'est d'en parler, c'est-à-dire d'expliquer finalement, quand vous voyez que systématiquement, il y a une asso qui se monte, un projet qui se monte, et que les gens vont systématiquement dire « Bon, attends, hop, j'ai mon compte Gmail, donc je vais créer un Google Groups, je vais utiliser l'agenda Gmail et je vais aller déposer mes documents sur Google Doc ». Vous êtes en capacité aujourd'hui de dire ben non, peut-être pas. Il y a peut-être une autre façon de le faire, il y a peut-être d'autres choses à utiliser, et ça peut être quand même sympa. La deuxième chose, c'est évidemment de vous auto-héberger, c'est-à-dire de quitter ce cloud qui n'est jamais que l'ordinateur de quelqu'un d'autre pour vous réapproprier vos données. Et donc, je vous encourage évidemment à aller regarder quels sont les logiciels qui vous intéressent, les repérer et voir si vous pouvez ou pas les installer chez vous. Et si vous ne pouvez pas, ce qu'on souhaiterait mettre en place dans les années à venir, c'est comme il y a une fédération des FAI associatifs, il va peut-être falloir qu'on simplifie aussi le montage et la dissémination des hébergeurs associatifs. Donc on pourrait parler de l'autre.net, on pourrait parler d'alterne.org, on pourrait parler de plein de solutions que propose le logiciel libre dans ce domaine-là. Et vraiment, je pense qu'on s'en sortira que quand dans chaque ville relativement importante ou même dans les campagnes, il y aura des gens qui se diront ok, j'ai pas de solution, je peux pas lutter contre Google moi tout seul. Par contre, je peux monter mon petit fournisseur, mon petit hébergeur
associatif sur laquelle je vais installer des logiciels libres, pas forcément ceux que nous on propose, hein, il y en a d'autres alternatives, mais au moins en utilisant les nôtres, vous savez comment ça marche, vous savez quels sont les points forts et les défauts, et surtout vous avez les tutoriels pour pouvoir aller beaucoup plus vite et les réinstaller. Dernier point, et ce sera quasi ma conclusion, donnez des sioux, s'il vous plaît, parce qu'on vit d'amour, d'eau fraîche et de dons. Dans ce qui va venir, voilà, souvent on nous pose la question des mails, etc. Je laisse ça pour les questions s'il y en a. Je rappelle qu'on est parti pour 3 ans, hein, donc ça, on en est à 8 ou 9 mois. Il y a beaucoup d'attentes, je trouve, un peu trop parfois. On nous reproche que c'est un projet quand même hyper prétentieux. Oui, et alors ? J'ai envie de dire, c'est rigolo quand même. Enfin, si on peut pas mettre un peu de fun et de truc, c'est quand même un peu dommage. Et voilà, et juste en conclusion, enfin, ce que je voulais mettre en perspective par rapport aux conférences que j'ai écoutées avant, c'est qu'on va un petit peu vers l'affrontement de deux mondes. C'est d'ailleurs Snowden qui le dit. Enfin, si vous avez vu Citizen4, le documentaire sur de Laura Poitras sur les révélations de Snowden, la première question quand Snowden apparaît à l'écran, c'est mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Et je trouve qu'il dit un truc hyper fort. Il dit mais en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il n'y a plus d'alternance et il y a un problème de pouvoir des États. Et qu'on n'est plus sur une relation entre des électeurs et des élus, mais on est passé sur une relation entre des dirigeants et des dirigés. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Internet a la possibilité d'être le Hollywood des années 60 ou 50, mais sous stéroïdes. C'est-à-dire que c'est aussi un véhicule d'un mode de pensée. Tout comme on nous a plus ou moins, je ne vais pas dire imposé, mais on a laissé glisser quand même pendant des années et des années un modèle de American Way of Life, il y a peut-être une espèce d'Internet Way of Life qui aujourd'hui est imposée par ces 5 boîtes-là, qui, je rappelle, sont toutes les 5 américaines. L'idée, c'est pas du tout pour moi de vous dire qu'il faut être anti-américain, mais c'est quand même de se poser la question de la puissance, y compris psychologique, émotionnelle, etc., qui est en train d'être passé, de faire passer par ces entreprises-là qui disent au départ non, mais attendez, nous on fait que transmettre de l'information, on met des gens en relation, c'est super, c'est sympa, on fait de la collaboration, de l'innovation, blablabla. Ouais, mais c'est aussi un modèle de pensée qui est en train d'être plus ou moins imposé. Ça va du design, finalement au choix et des bulles de filtre dans lesquelles nous mettent Google Recherche, YouTube, etc. Et ces gens-là vont pouvoir décider quand sur l'iStore d'Apple, on ne peut pas avoir d'application à caractère sexuel. C'est imposé à la base par une société. Je ne dis pas qu'il faut des applications à caractère sexuel sur l'iStore, mais ça me pose quand même un énorme problème que ça soit quelqu'un qui, aux États-Unis, décide ce que j'ai le droit de voir ou pas. Et encore une fois, qu'il soit aux États-Unis ou au Turkménistan, pour reprendre Jean-Marc Manac, ça ne change pas grand-chose. Donc, ce problème de GAFAM, il dépasse juste le cadre technique. Et il y a vraiment un enjeu de société derrière. Et que si on ne veut pas être juste soumis à ces entreprises, qui sont hyper partie prenante des accords TAFTA, etc., on a quand même vachement intérêt à rester sensibilisé et éveillé à ça. Et pour ça, d'ailleurs, je vous encourage à aller voir la conf d'après de Laurent Chemla. Voilà, si vous avez des questions, vous avez à peu près 3 minutes. Merci. Je vais quand même prendre une ou deux, madame. Oui, bien sûr. Bonjour. On vous reproche, certaines personnes vous reprochent de centraliser. Moi, je regarderais dans l'autre sens. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres projets similaires, alors Europe, monde, parce que l'un des avantages de Google, c'est bien évidemment qu'il est international.
Non, alors oui et non. En France, on a pas mal de contacts parce que ça fait l'association a plus de 10 ans maintenant, donc forcément on est connu et reconnu dans le milieu. Par rapport à l'Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai toujours eu du mal à trouver un équivalent de Framasoft en Europe. Il y a des projets qui se rapprochent de ça. Je pense notamment à Rise Up, qui est une asso à la base à caractère un petit peu anarchiste revendiqué, qui propose des listes de diffusion, qui propose des pads, etc. Si vous connaissez des équivalents ou des projets quand même qui sont relativement proches, moi je connais beaucoup d'associations qui font un des services. Par exemple, une association qui va proposer du pad en Allemagne. Donc il y a des associations qui font ça, des pods dans tel ou tel pays, des pods diaspora. Hop là. Mais ça pose quand même, je vais parler peut-être moins fort, ça pose quand même des soucis pour la mise en contact. En fait, la réponse, elle est plutôt non, et je trouve ça bien dommage. Donc, moi, je cherche régulièrement des équivalents. J'en trouve assez peu, ou alors on va trouver vraiment des boîtes. Et pour l'instant, aujourd'hui, c'est pas qu'on soit contre le modèle entrepreneurial, mais c'est pas notre cam, entre guillemets. Voilà. Nous, on fait du truc associatif et ça reste associatif. Ça ne nous empêche pas de travailler parfois avec des entreprises. Beerstech, il y avait quelqu'un de Beerstech qui était là tout à l'heure, qui a hébergé et qui héberge encore une partie des pads. Mais c'est vraiment pas l'objectif. Voilà. Une autre question? Une fois? Sur le... Ah, il y a un... Ouais, ok. Oui, il y a un moteur de recherche, il y a Quant, Ouais. qui va pas être racheté, lui. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas racheté? C'est une boîte? Pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas rachetée? Parce qu'ils sont gentils. Non, mais hop là. Ouais. Non, j'entends. Enfin, on nous pose souvent la question sur Quant. J'ai beaucoup de respect déjà pour le travail technique. Et puis, faut y aller hein, face à Google. Faut se lancer. J'ai beaucoup de respect pour eux. Pour moi, ça reste un modèle qui est entre guillemets le mauvais modèle, c'est-à-dire on va y aller en tant que concurrent de Google. C'est pas ça, et ça ne marchera pas. Le jour où Google ou autre débarque et fait un énorme chèque aux responsables de Quant, j'ai pas moi d'assurance qui vont dire non. Je veux dire, ça reste une entreprise. On vit dans un monde de la société de consommation capitaliste, etc. Et je suis très bien dedans. Enfin, je veux dire, je jette pas tout à la poubelle avec ça, mais ces boîtes-là, elles ont des objectifs. Si elles veulent grossir à un moment donné, elles risquent de faire appel à des appels à fonds relativement importants. Et il faudra bien rembourser. Et à un moment donné, on va leur mettre la pression et il faut leur dire... voilà. Donc, qu'ils soient plus sympas et qu'ils soient plus anonymes, enfin, qu'ils rendent les requêtes plus anonymes que ce que propose Google aujourd'hui, c'est très bien. Mais moi, j'ai aucune assurance que ce modèle soit bon. Et en gros, c'est un petit peu comme le modèle gratuit par rapport au modèle libre. Le modèle libre vous apporte une assurance, c'est que le logiciel, s'il est vraiment libre et qu'il respecte les 4 libertés à un moment donné, il restera libre. Si après, comme je sais pas, Odoo, enfin OpenERP ou d'autres logiciels, on a des branches qui deviennent de plus en plus commerciales, etc., et de moins en moins libres, on a toujours accès à la première partie du logiciel, à la version 1, entre guillemets, et on peut toujours repartir de l'autre côté. C'est la grosse liberté du logiciel libre. Quant ne me donne pas cette possibilité-là. Si le code source de Quant était libre et qu'ils avaient correctement documenté leur infrastructure réseau et comment ça marche, je dirais let's go, quoi. Et au contraire, je ferais des dons à Quant, quoi. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Ouais. Moi, il me semble que, ouais. que justement par rapport à tout ce dont on a besoin comme infrastructure, pour moi, je ne pense pas que les associations aient la capacité d'avoir ces infrastructures-là qui permettent d'avoir un moteur de recherche à elles. Et ce que je trouve par contre intéressant avec Quant, c'est qu'elle a été faite dans une logique justement d'opposition frontale avec Google, donc qui peut être une attitude qu'on critique, mais que je pense est quand même intéressante, c'est-à-dire ce qui garantit, au moins d'après ce qu'ils disent actuellement, qu'ils ne se feront pas racheter par Google, c'est que le principal actionnaire est un éditeur allemand qui poussait un coup de gueule à un moment coup de Google, et plutôt que râler et faire une loi antitrust comme on fait parfois en France, ils ont dit, bah voilà, tant pis, on investit dans Quant, qui était un petit truc avant ça. Donc finalement, ce qui nous garantit que ce ne soit pas racheté par Google, au moins à court terme, c'est cet actionnaire qui reste majoritaire et qui donc verrouille le truc.
Ouais, Donc je pense que c'est quand même un truc qui peut être intéressant aussi. On parle d'Internet, là. Je veux dire, dans 5 ans, le gars, il reprend l'argent, il se barre parce qu'il a décidé d'aller vivre aux Bahamas, et on l'a tous dans le derrière. Je pense que sérieusement, faut être bien naïf aujourd'hui pour se dire ah bah oui, mais il a promis qu'il ne vendrait pas. Bah, il a promis sur quoi, quoi? Je veux dire, il n'a pas passé un pacte avec son sang, quoi. Donc non, moi, personnellement, j'y crois pas. Et pour répondre à la question, je ne crois pas que les associations aient les moyens d'eux. Il y a des moteurs de recherche. Alors il y a le défunt Six avec il y avait 2 ou 4 je me souviens jamais, qui était développé en partie en France, qui était un moteur de recherche en pair à pair, qui était quand même assez intéressant. Il y a Yassi.net qui est, je crois, développé aujourd'hui. Je crois qu'ils sont 2 Russes et un Anglais à bosser sur le projet, et qui a un projet en fait tout simplement de moteur de recherche en pair à pair, c'est-à-dire vous hébergez une partie de l'index du moteur de recherche. Moi je trouve ça génial comme solution, mais ils sont 3. Je veux dire, c'est comme quand nous, on vient nous dire « Ah oui, mais il faudrait faire aussi des mails, et puis des listes de diffusion, etc. » Je regarde les gens et je leur fais « Mais attendez, vous regardez l'argent qu'on a en caisse, vous m'avez bien regardé, quoi. Vous croyez que je vais héberger, moi, 500 millions de boîtes mail ?» Non, c'est à un moment donné, la seule solution qu'on a de s'en sortir, c'est de sortir c'est un petit peu comme en agriculture, de cette espèce d'agriculture intensive où on a un paysan qui gère des milliers d'hectares, et de se retrouver avec 1000 paysans qui gèrent chacun un hectare. Et sur le moteur de recherche, c'est un cas un petit peu particulier parce qu'il faut des ressources en matériel qui sont juste gigantesques. Mais pour le reste, je veux dire, on pourrait se passer aujourd'hui de Google Groups, on pourrait se passer de Google Analytics si les gens, encore une fois, moi à la base, je suis développeur web, si on n'avait pas ce réflexe de feignant de se dire, je vais copier-coller le petit code JavaScript qui me permet d'utiliser Google Analytics. Et sans me poser la question éthique, tout à l'heure, il y avait une conférence justement sur le software craftsman développement, c'est fini. Et du coup, je pense que c'est quand même hyper important de se poser des questions éthiques quand on fait un site web. On va passer peut-être 20 minutes de plus à mettre en place un Piwik et à intégrer le Piwik là-dedans. Mais merde, ça les vaut, quoi. Enfin, je pense. Après, tout le monde ne sera pas forcément de mon avis. Tu as une question, Stéphane? Encore. Ça marche? Ouais. Une petite suggestion concernant Quant. Le patron de Quant pensait ouvrir justement le code. Il l'avait énoncé lors d'une table ronde avec Axel Lemaire et Benjamin Bayard. Et autre point, pourquoi vous ne faites pas du mail? Parce que quand on veut s'auto-héberger, en fait, le mail, je trouve que c'est le plus chaud. Ouais, alors voilà. je vais répondre très rapidement parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Sur le patron de compte, il peut bien s'engager à ce qu'il veut. Moi, tant que j'ai pas le code, j'y crois pas. Je verrai quand j'aurai le code et voilà. Pour l'instant, il n'y a pas et voilà, très bien. Le jour où il y aura Quant, où il y aura le code source de Quant, peut-être que nous on copiera et on mettra aussi le code source de Quant pour proposer plutôt que Cirx. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et sur le deuxième cas, pourquoi pas le mail? C'est que tu n'as jamais géré une infra-mail avec plus de 10 000 mails. Parce que ça réclame un admin 6 à temps plein. Moi, j'ai pas des moyens de payer un admin 6 à temps plein. Voilà. Donc, donnez-nous des admin 6 à temps plein. On le gérera pas de façon bénévole. Des sudouest.org l'a tenté, alterne, l'autre.net le fait, mais sous une base d'adhésion, etc. Quand tu commences à atteindre, moi, si demain j'ouvre un Frama-mail, je sais que dans 10 jours après, j'ai 20 000 mails, 20 000 boîtes mail à gérer. Et c'est juste monstrueux. Et notre pauvre admin 6 qui est bénévole, il va juste péter un câble, sachant que derrière, il faut gérer 30 autres services. Donc, encore une fois, vous pouvez venir aider, mais voilà, ça va être compliqué. Je clôt en retard, mais finalement, pas tant que ça. Merci.